monté des exercices en partenariat avec des troupes de manœuvre qui viennent des régiments, donc des forces. Ce qui permettait à nos élèves de se retrouver en situation de commandement de troupes aguerries, et non pas simplement de commander leurs camarades qui, pour l'occasion, jouaient le rôle de soldats ou de chef de groupe. Donc il y avait déjà ce souci de réalisme qui existait auparavant. La grande innovation de cet exercice, c'est de faire toucher du doigt nos élèves, et le colonel vous en parlera plus en détail, le fait que lorsque l'on intervient, a fortiori sur le théâtre national, mais je serais tenté de vous dire également en opération extérieure, on agit dans un contexte avec de multiples acteurs qui deviennent des partenaires. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi ont un rôle à jouer dans la mission sécuritaire qui nous incombe. Donc de là la nécessité d'apprendre au plus tôt et dès le temps de formation initiale. C'est d'abord cet esprit d'ouverture, ce dialogue nécessaire avec les différents acteurs que sont les maires et leurs adjoints. Je pense à l'adjoint sécurité de mairie, je pense au correspondant défense, mais je pense aussi en interministériel à nos camarades de gendarmes ou police municipale, et puis aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, bien sûr. Tous ces acteurs ont besoin de se caler, de se coordonner, d'où la nécessité d'un dialogue, sachant que, je le répète, sur le théâtre, en France, sur notre théâtre national, nous ne sommes pas primo-intervenants. Donc tout cela nécessite d'apprendre à se coordonner, à travailler ensemble selon des modalités bien arrêtées, sachant que dans cette affaire, chacun a ses impératifs, chacun a ses modes d'action, chacun a sa façon, je dirais presque sa culture qui lui est propre. Donc la grande innovation, c'est véritablement d'enseigner à nos élèves, dès leur temps de formation initiale, cet esprit-là, ce dialogue. Voilà. On n'arrive pas dans une ville comme Guerre, en s'installant, comme ça. La moindre des politesses, c'est de prendre contact avec la mairie d'abord. Ça fait partie, donc, dans cet exercice. Donc ça, c'est les deux points, les deux grands objectifs que l'on voit atteindre pour nous. Dans cet exercice, les élèves sont amenés à mettre en œuvre des savoir-faire qui sont très simples, très basiques, ce que nous appelons dans notre jargon le combat pro-terre, c'est-à-dire des missions simples qui sont communes à toutes les forces armées. Donc on est très loin de Sentinelle. Alors justement, je viens à un moment donné, et puis les rumeurs faisant aussi, on a beaucoup parlé d'un exercice Sentinelle, c'est tout sauf un exercice Sentinelle. D'abord, Sentinelle, c'est une opération réelle. Donc le terme est impropre en ce sens, parce que si par exemple, quand on apprend à nos élèves à monter à l'assaut de baïonnettes au canon pour réduire une résistance, on pourrait appeler ça aussi un exercice Barkhane, tant qu'on y est. Donc non, on n'est pas du tout sur un exercice Sentinelle, on n'en est pas là. Je rappelle que les élèves que vous allez voir sont des élèves de seconde année. Sentinelle, c'est une opération complexe qui nécessite la maîtrise de savoir-faire autre que le simple dialogue. C'est la raison pour laquelle au sein des communes, je reviendrai sur les communes, mais au sein des communes qui ont accepté de se joindre à nous pour concourir à leur niveau à la formation de nos élèves, vous ne verrez pas de sentinelles, de patrouilles, de choses qu'on voit habituellement lorsque les soldats sont déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. À tout le moins, verrez-vous peut-être quelques élèves prendre des contacts in situ avec des différents responsables, mais ça ne va pas aller au-delà. C'est très important parce qu'on est très attaché à l'idée de ne pas véhiculer toute notion anxiogène vis-à-vis de la population, d'une part. Donc voilà, les écoles ont souhaité s'adresser aux communes que nous connaissons, que nous côtoyons et que nous habitons. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, ce petit distinguo, donc certains s'imaginaient peut-être qu'on allait voir beaucoup de militaires à l'intérieur. Les militaires, ils agissent en périphérie. Le colonel en parlait plus en détail tout à l'heure, en périphérie des communes. Il y a des patrouilles qui ont un véhicule, des choses comme ça. Mais on n'est pas du tout dans le cadre de Sentinelle. Pas du tout.
Voilà. J'en profite d'ailleurs, je profite de votre présence, mais je le ferai de vive voix avec le maire de Guerre tout à l'heure pour remercier chaleureusement les communes de Guerre, Augan et Baignon d'avoir accepté de se joindre à nous, de jouer le jeu, parce qu'ils ont mobilisé eux aussi leur force vive dans ce domaine. Ils nous ont grandement facilité la tâche, la preuve, regardez où nous nous sommes installés, c'est grâce à eux. Et je crois qu'on peut le dire, cet engagement de leur part permet aujourd'hui de délivrer à nos élèves officiers une formation de qualité, ce qui représente un vrai plus. Voilà, sans eux, on n'aurait pas pu faire ça. On serait resté dans notre camp à faire des choses que nous avons l'habitude de faire. Donc on est vraiment très heureux de les avoir à nos côtés dans cet exercice. Oui. Ce qu'ils font dans les 3 jours, c'est ça, ils sont là c'est arrivé hier, ils sont là jusqu'à demain, c'est ça? Alors c'est un peu plus long que ça. Vous voyez la frise chronologique qui est au-dessus, qui reprend un petit peu l'ensemble de l'exercice. D'abord, moi je vais commencer par une phrase qui a été marquante, et du moins, moi je m'inspire de cette phrase. C'est une phrase, c'est notre SEMA, le général Lecointre, qui il y a quelques jours a cité Marc Bloch. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Bloch, l'historien français, qui a analysé les causes de la défaite de 40. Et il a cité Marc Bloch et il a dit l'avenir appartient à ceux qui aiment le neuf. L'avenir appartient à ceux qui aiment le neuf. Et bien c'est bien tout l'objectif de cet exercice-là, et c'est ce que vous avez dit, les chevaliers. Certes, on fait des choses très classiques, et ce très classique, c'est exactement ce que vous évoquiez maintenant, c'est-à-dire on fait restituer à nos élèves des savoir-faire qui sont des savoir-faire classiques. Donc c'est la caisse à outils du militaire chef de section, c'est ce qu'on forme ici à Saint-Cyr-Poët-Quilan. Donc chef de section, apte à commander 30 soldats. La caisse à outils, c'est 12 missions. Et ce qu'on travaille là, ce sont ces 12 missions spécifiques qui sont surveiller, boucler, tenir une zone, des choses que vous faites sur tous les théâtres d'opération. Voilà, donc ça c'est le très classique. Ce qui est nouveau, et c'est ce que j'aime, c'est ce qui a été évoqué là, c'est la capacité, au bout d'1 an et demi de formation où ils ont appris en théorie et dans le camp de Poët-Quilan ces savoir-faire, ce qui est nouveau, c'est de s'engager en terrain libre, donc ici, dans les villes de Baignon, Augan et Guerre, s'engager au terrain libre, avec une troupe aguerrie. Alors je vais les citer, puisqu'ils nous font l'honneur d'être là en ce moment. C'est les rapaces de la première compagnie du RCP, donc, qui sont arrivés en masse, enthousiastes et surtout extrêmement compétents pour nous aider dans cette mission de formation, parce qu'on reste dans une mission de formation. Donc le terrain libre, la présence d'une troupe aguerrie pour enrichir l'instruction, et par ailleurs l'emploi de matériel nouveau et dont on ne dispose pas habituellement en école, ce que vous verrez tout à l'heure. Donc ça c'est un des aspects complètement nouveaux. Le deuxième aspect, c'est d'essayer de renouer avec un savoir-faire traditionnel, mais que peut-être on avait légèrement délaissé. C'est cette spécificité si française d'aller au contact des interlocuteurs, des responsables locaux et de la population. Voilà. Chose qu'on avait peut-être un petit peu négligée, et moi j'ai estimé que c'était important. Là on est au milieu de la formation des élèves, de commencer à aborder ces points-là pour que ça devienne naturel chez eux. Donc renouveler la capacité à aller au contact de la population et des responsables locaux. Alors ce qu'on fait ici en France, on fera exactement la même chose, ou on devrait s'imposer de faire la même chose sur tout théâtre d'opération. Donc aller au contact des populations et pas se barricader dans des campagnes et se couper des réalités locales. On devrait s'imposer, donc ce n'est pas toujours le cas, c'est compliqué. C'est quelque chose qui, parce que les conditions sécuritaires faisant, on a un petit peu négligé peut-être, et donc probablement que ça a contribué à nous isoler parfois des populations voilà, et des responsables locaux sur certains théâtres. Et c'est quelque chose que l'armée française a toujours su faire, qu'on cultive, et qu'il faut continuer à chérir. Ce que nos alliés anglo-saxons surnomment souvent la Feldstech. C'est exactement ça. Eux s'enferment et nous on va plutôt devant les populations. C'est moins fréquent chez dans les armées étrangères Chez les anglo-saxons, notamment les américains, c'est un peu différent. D'accord. Ils ont tendance à privilégier le mode sécuritaire. Nous on a tendance à privilégier un mode non pas intrusif, mais comme un poisson d'aveau au milieu de la population. Voilà, donc cette séquence qui mêle le traditionnel, donc cette restitution des 12 missions classiques, le nouveau, l'emploi de la troupe partenaire, le terrain libre et se renouer avec le contact population, c'est quelque chose qu'on fait sur 4 jours,
avec des séquences de 36 heures pour les élèves. Ensuite, puisqu'il y a un certain nombre d'informations, ça se complétera par des instructions qui seront continuées sur le camp de Couette à partir de vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc une séquence en tout de 7 jours qui est un effort majeur dans la scolarité à Saint-Cyr, puisqu'elle est extrêmement difficile. Voilà. Vous pouvez nous rappeler le scénario de base sur lequel se construit cet exercice? Alors le scénario, les objectifs que j'ai fixés pour cette première partie, c'est de savoir faire des choses simples. C'est tout d'abord s'installer, comme sur toute opération militaire, donc prendre possession des lieux, donc tout simplement réussir à nouer les contacts, identifier les locaux, s'installer, avec la capacité, alors tout le monde est capable de s'installer pour quelques heures, la plus grosse difficulté c'est de s'installer et de réussir à durer. Voilà, donc s'installer et être capable de durer, première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de commencer à comprendre son environnement et donc d'aller renseigner, donc d'aller tout simplement sur les sites un peu sensibles, d'aller sur les zones d'intérêt et de commencer à renseigner pour comprendre le milieu physique dans lequel on va évoluer. Mais aussi, je vous l'ai cité tout à l'heure, et c'était ma troisième priorité, c'est désinhiber les élèves sur le contact humain. Et donc, cette fois-ci, c'est renseigner sur le milieu humain. Voilà, donc le milieu physique, le milieu humain. Ça, c'est les trois priorités sur cette phase ici, sur Baignon, guerre et eau. Voilà. Ensuite, on joue un certain nombre d'incidents, cette fois-ci uniquement sur le camp de Couette-Quidan parce que ça n'a pas besoin d'être joué ailleurs, où là, on va faire travailler un certain nombre de savoir-faire techniques, mais surtout la capacité à établir des comptes rendus de renseignements pour informer le commandement sur la situation. Et ça, c'est permis par l'emploi du moyen moderne qu'on vous présentera tout à l'heure, Auxilium, qui vient d'être déployé dans les armées et qui permet justement de fluidifier et de normaliser toute cette remontée d'informations. Voilà. Donc renseigner aussi sur des incidents qu'on simule au niveau du camp. Voilà. C'est un exercice que vous renouvelez régulièrement? Eh bien, c'est justement en droite ligne de la citation que je vous ai faite tout à l'heure. Il est tout nouveau et s'il donne satisfaction, j'espère qu'on arrivera à l'améliorer, à le faire perdurer et à l'améliorer. Il n'y a pas de mission dans la Il y a ce volet prise en compte de la dimension physique et des lieux sensibles, et ça se fait via des reconnaissances qu'on va mener pour faire des études théoriques. Voilà. On fait une étude théorique et on constitue un dossier d'objectifs. Voilà. Ce qui permet de faire réfléchir les élèves sur les dispositifs tactiques qui pourraient être mis en œuvre autour de certains sites sensibles. Voilà. Mais absolument pas. On ne les joue pas. C'est une étude, on les fait réfléchir. Voilà. Après, il y a là, c'est ce que vous verrez tout à l'heure, il y a ces réunions sécuritaires qu'on provoque avec les élus. Et là, effectivement, ça nécessite d'aller en ville et de rencontrer les différents contributeurs de la sécurité publique. Donc, ce sera le responsable de la police, de la gendarmerie, et ainsi de suite. Du 10. Voilà. On fait ça, toutes ces scènes véritablement dynamiques, on les restitue sur le camp. Non, on évite ce genre de choses. Le véritable. Mais vous comprenez mieux d'ailleurs mon souci de rééquilibrer un peu la communication là-dessus, parce qu'on a senti que c'était pas pris. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de revenir sur ce point. Effectivement, sur la région, c'est par compagnie, donc on est plutôt à la hauteur de centaines. On est plutôt vers l'ensemble de l'exercice mobilise à peu près 370 personnes. Donc comme c'est réparti sur le site de Vanmecon ici, donc divisé par deux, vous voyez à peu près ce qui gravite dans le coin. Essentiellement dû à la présence du premier RCP qui est venu avec une compagnie, donc c'est environ 90 personnes. Et leur matériel. L'exercice, ils ont une note, ça contribue à leur moyenne dans la scolarité. Donc il y a des débriefings à chaud à chaque fois qu'ils passent et qui sont mis en responsabilité. Et ensuite, effectivement, on acquiert un certain nombre de matériel, soit vidéo, soit documentaire, qui ensuite sont réexploités pour faire un débriefing global de l'exercice. Et là, on reprend un petit peu tous les points forts et les points faibles. Et justement, les moyens modernes comme Auxilium, là vous le verrez, ça permet d'avoir ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, c'est-à-dire les positions en immédiat de l'ensemble des unités. Ça permet d'avoir une main courante qui reprend tous les événements, ça permet d'avoir des enregistrements vocaux des comptes rendus qui ont été faits, voilà, et donc d'avoir beaucoup de matière pour ensuite débriefer correctement tous ces exercices. Une chose qu'il n'y avait pas dont on ne dispose pas jusqu'à présent. C'est très nouveau. Ce qui est logique quelque part, hein, que
les efforts en matière d'équipement et équipement novateur, nouveau. Le premier service, on les force. C'est logique que les écoles viennent après. Dans une certaine mesure, en ce sens que voilà, on a quand même reçu le fusil HK 416, comme vous le savez, mais parce que les gens qui vont partir en régiment vont le voir, donc absolument. Mais sinon, priorité d'abord à l'équipement de force. Donc, double intérêt pour nous quand on reçoit un régiment équipé de ces matériels-là. On touche véritablement la réalité de l'opération. Technique de l'armée de terre, qui est une unité spécialisée dans la recherche, dans les techniques et dans le matériel qui peut répondre aux besoins des armées. Et je suis plus particulièrement responsable donc, du système Auxilium, qui a été, avec lequel je viens dans le cadre de cet exercice pour présenter et faire toucher du doigt le matériel qui équipe actuellement les forces Sentinelles dans la France depuis 2016. Ce système Auxilium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une radio de combat, type les grosses radios vertes que vous voyez à l'époque, portée sur donc, des objets de technologie de téléphonie mobile. Donc vous avez à l'intérieur ici l'équivalent de 2 radios de combat militaires telles que vous l'avez connu. Sauf que, quitte à profiter de ce système-là, enfin, d'avoir un smartphone, on peut rajouter un certain nombre d'applications et de services qu'une radio simple ne pourrait pas faire. Donc en plus de pouvoir écouter plusieurs radios, de parler à plusieurs personnes par la radio, vous avez donc ce qui est présenté tout à l'heure le colonel, ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, donc c'est-à-dire la géolocalisation des amis en temps réel. Donc ici vous avez par exemple la présentation des positions des différentes unités aux alentours. Donc vous avez rien ici, vous voyez la zone d'exercice. Et donc quand on zoome, eh bien, on peut voir les différents points, donc les unités qui manœuvrent. Et si j'en prends 2 qui patrouillent et je joue massé, on doit pouvoir les voir bouger. Voilà, donc bon, c'était pas forcément le bon exemple, mais voilà, donc, et avec ça, vous avez aussi la possibilité donc d'utiliser donc les systèmes de messagerie que vous avez dans les téléphones classiques pour faire des signalements, des messages. Donc tout ça géolocalisé, géoréférencé avec des photos et discuter pour dire ce qui se passe pas et suivre au fur et à mesure des événements la chronologie de tout ce qui se passe. Et tout ça est enregistré, sauvegardé, partagé, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose d'assez simple d'usage puisque c'est sur l'interface d'un smartphone que tous nos jeunes connaissent. Et pour ne pas rester purement dans la technique, c'est une belle histoire pour ce système puisque c'est un petit peu son retour aux sources. Il faut savoir que historiquement, ce système, c'est une idée d'un mémoire d'un élève officier de l'école militaire interne de l'EMIA qui se posait la question de l'utilisation donc, des technologies téléphone mobile, donc le 4G, pour un emploi militaire. Et donc il a continué à travailler là-dessus. Alors, on s'est rendu compte que les moyens militaires qu'on avait malheureusement jusqu'au Bataclan pour faire la protection du territoire national étaient insuffisantes. Et donc on a ressorti ce projet qui avait été ébauché par ce lieutenant pour en faire un système opérationnel et qui équipe, donc, comme j'ai dit, depuis 2016 et donc depuis l'Euro de foot, les forces sentinelles sur Paris, Lyon, et donc là on va bientôt déployer Marseille. Et ça donne satisfaction parce que ça permet des remontées très rapides sur le territoire national jusqu'au plus haut niveau, puisqu'après, voilà, vous êtes dans l'Internet et dans la technologie de la 4G et de la rapidité de ce qu'on peut avoir avec des remontées d'une patrouille vers un état-major en moins de 2 minutes, ce qui permet au commandement d'être au courant des événements avant BFM TV, par exemple. J'espère être clair, ne pas avoir été trop complexe, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Par rapport à la transmission qui est beaucoup plus lourde par rapport à la technologie qui est... C'est-à-dire qu'avant, vous avez donc le phénomène de la radio, c'est-à-dire que le subordonné parle de son chef, ensuite de son chef, le chef parle à son état-major tactique, état-major technique qui va passer à son CPCO, aux autorités supérieures. Donc à chaque fois, il faut raconter la même histoire. Aujourd'hui, on va prendre un événement.
je reçois un événement, je pense qu'il est important, je le transfère, hop, on va prendre, hop, je pense que c'est important, hop, j'appuie sur OK, renvoyer, c'est transféré. Donc on n'est pas obligé à chaque fois de tout réécrire. C'est pas une application en fait, c'est un service. Alors voilà, c'est une radio de combat qui est portée sur un smartphone. Et donc ce smartphone, vous pouvez l'acheter dans le civil, mais vous n'aurez pas un auxiliaire. On l'a rincé complètement, on a installé nos logiciels à nous, complètement fermés, sécurisés, chiffrés. Donc c'est diffusion restreinte, donc ça permet de faire de l'opérationnel avec. Et effectivement, chaque élève en patrouille, chaque patrouille a un kit donc, qui nous permet de les suivre sur le terrain en temps réel et de communiquer. Mais oui, ce n'est pas une application. C'était ce que je voulais dire. Et surtout, c'est pas un système qui est fini là. Globalement, l'ambition, c'est de faire l'électronique embarquée du combattant. Donc, on va créer une base électronique qui va être sur le combattant. Là, par exemple, si on veut, et c'est ce qu'il montrait tout à l'heure, si on veut, par exemple, suivre les aptitudes physiques du militaire, ils sont capables maintenant, ils vont être capables de prélever son pouls, sa température et ainsi de suite. On a déjà d'intégrer sur les nouveaux HK des compteurs de coups. Donc, plutôt que d'essayer que le militaire juge combien il lui reste de cartouches, eh bien, le logiciel, l'Auxilium, va calculer le nombre de coups qui a été tiré et donc est capable de faire remonter des comptes rendus sur la consommation de munitions et ainsi de suite. On crée un système d'électronique embarqué comme on fait dans les véhicules maintenant et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement puissant et surtout ça permet énormément de développement. Voilà. C'est bien la logique, voilà, le type logiciel qu'on a tous les 3 mois, on implémente, à chaque fois que quelqu'un a une remarque, on corrige pour correspondre aux besoins. L'ordinateur high-tech. Voilà. Et donc là pour l'instant c'est utilisé en France uniquement. C'est utilisé uniquement en France. D'accord. On a fait des expérimentations à l'extérieur, mais voilà, pour l'instant on reste uniquement opérationnellement en France. D'accord. Pour toutes les forces armées, vous avez dans ce ordinateur, pour l'instant. Aujourd'hui, c'est déployé donc, dans le cadre de Sentinelle, qui est une mission et une opération interarmée. Donc par exemple, à Roissy, en ligne, des patrouilles de l'armée de l'air se promènent avec de l'auxiliaire. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, alors on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais les spécificités de cet engagement-là, et ce qui est un peu nouveau pour les élèves, c'est l'aspect judiciarisation de tout ça. Et donc ça, c'est le type d'outil où finalement on normalise un peu les procédures, on normalise les comptes rendus, et ça permet justement de faire de la preuve judiciaire en cas de difficulté. Voilà. C'est un des avantages, ça permet de formater et de suivre un peu tout ça. C'est extrêmement important dans ces engagements spécifiques où il y a le droit est prépondérant. À savoir que ce gilet félin rentre en perception du système félin de l'armée de terre. Donc c'est le tout nouveau système qu'on a perçu au régiment et c'est la pointe en fait de nos nouveaux équipements. Voilà. On l'utilise aussi bien en opération extérieure que sur le territoire national. C'est une vraie révolution parce que là effectivement on s'entraîne comme on combat et ça c'est quand même un vrai plus. Et ça pèse combien? Équipé avec les plaques, avec tous les chargeurs, on est sur une vingtaine de kilos. Vraiment, c'est sans compter l'arme. Sans compter l'arme. Donc voilà. Donc ce que je disais juste avant, sur le gilet, il y a possibilité de mettre les plaques balistiques. Je ne sais pas si vous avez suivi juste avant. Il y a possibilité de mettre les plaques balistiques, c'est ce qui remplace la CIRAS, ce qui est l'ancien pare-balles militaire, qui a été remplacé par ça. Donc voilà, on a juste à mettre les plaques balistiques devant, dorsale et latérale. Et si pour la mission, une fois que la mission est terminée, on peut les enlever et voilà, comme ça on peut l'essayer comme un chasuble normal. Le gros avantage de ce gilet par rapport aux autres, c'est que c'est beaucoup plus ergonomique. On a beaucoup plus de facilité à se déplacer avec mobile. Au niveau du système félin, on a vraiment un truc, ça s'appelle le RIF, c'est le réseau d'information du fantassin. C'est ce qui va servir de radio en fait. Avant, on avait, que ce soit le chef de groupe ou les chefs d'équipe, etc., avaient une radio portative qui a été remplacée du coup par le RIF, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple d'utilisation, avec ce bandeau-là qu'on met au niveau de la tête, qui fonctionne tout simplement avec les os de la mâchoire. D'accord ? Les os de la mâchoire. Donc c'est-à-dire que là, je peux chuchoter, le collègue qui est à 200 mètres va m'entendre comme si je lui parle à 2 mètres, quoi, tout simplement. Ce système fonctionne avec un système de batterie. Les derniers modèles de FAMAS qui sont arrivés au sein de l'armée de terre
FAMAS félin, pourquoi? Tout simplement une poignée ergonomique, une poignée qui permet un meilleur maintien de l'arme. Possibilité aussi, on va passer à l'optique, possibilité de mettre l'optique dessus. D'accord? Possibilité de mettre l'optique dessus et avec les câbles de se connecter à cette optique-là. Et par la suite, sur le FAMAS, ici il y a des boutons qui fonctionnent directement avec l'optique. Si vous voulez, vous pouvez prendre des photos, parler avec vos subordonnés ou supérieurs, aussi chef de section, et voilà. Au niveau des optiques, donc là sur ce FAMAS félin, on a un Neotech. Tout simplement, c'est un laser rouge, ça fait un rond rouge à l'intérieur. Qui permet d'avoir une meilleure visée et que ce soit une visée beaucoup plus rapide. Tout simplement. L'acquisition de la visée est plus intuitive, si vous voulez, donc ça nous fait gagner en temps, en précision. C'est que bénéfique pour nous, ça c'est vraiment super. La FIR, ici, alors on a les fils et les FIR. Les FIR, c'est infrarouge, les fils intensificateurs de lumière. D'accord, donc deux utilisations différentes. Ça c'est une FIR, donc infrarouge. Pour tout ce qui est observation de nuit, c'est très utile. Voilà. Ça, à sa limite, c'est que c'est quelque chose de volumineux, de lourd. Donc on évite de se déplacer avec ça. On peut l'utiliser par contre sur un point fixe pour l'interdiction. Et à ce moment-là, c'est très utile. C'est très complet, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses avec. S'il est relié à notre gilet, comme il vous a dit, ça peut prendre des photos, il y a un gros zoom dessus, et en tir, c'est bien plus précis au niveau distance que l'Eotech. Est-ce qu'on peut dire d'autres ? Voilà, vous voyez que quand même, une fois monté, c'est quand même assez volumineux. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on marche avec notre Eotech. Et une fois qu'on est positionné, on installe notre FIR pour se mettre en... est venu avec ses matériels, vous avez pu voir les matériels individuels. Elle est aussi venue avec des véhicules, au total 4 véhicules de ce type, qu'on appelle les Mastech. Et volontairement on a réparti un véhicule par section pour que tous les élèves puissent comprendre et prendre connaissance de l'existence de ces nouveaux matériels qui sont pour nous, c'est pour nous la première fois qu'on le voit, qu'on le fait voir aux élèves parce qu'on n'a pas l'habitude de manœuvrer avec. Et puis on profite de ces phases d'instruction pour permettre aux élèves de le découvrir avec des gens qui sont spécialistes et qui connaissent parfaitement. Peut-être que le mieux c'est qu'ils en parlent eux-mêmes sur les caractéristiques techniques du véhicule. Donc voici le véhicule Mastech, donc c'est le remplaçant du véhicule P4 de Peugeot. Donc celui-ci il nous est fourni par la concessionnaire Toyota. Donc c'est un véhicule de 130 chevaux. Il permet de passer dans la plupart des terrains accidentés. Il est équipé de nombreuses options par rapport à la P4, donc, notamment de plaques de désenlisement, d'une galerie de toit, de barres de traction ainsi que d'un treuil à l'avant et d'éclairage sur les côtés. Qui fournissent plutôt une lumière, bonne lumière et un bon éclairage de la zone. Il dispose aussi, notamment dans les portières, donc d'emplacements pour placer les fusils d'assaut des fantassins pour les différentes missions, pour éviter d'encombrer trop l'espace à l'intérieur de la cabine. Il a une capacité dans le port d'environ 5 personnes, plus 2 personnes à l'arrière. Donc à l'arrière, notamment, avec sa banquette et son plan de travail, il nous permet de fournir du coup un petit centre des opérations mobiles, ce qui est une plus-value pour l'armée d'aujourd'hui. Donc il est doté aussi d'un compresseur portatif, il a toujours à demeure. Donc, qui nous permet de pouvoir regonfler les roues et les pneus à chaque fois en tout temps et en tout lieu. Donc il dispose aussi d'un moyen de transmission, donc d'un emplacement pour positionner les postes radio. Et
qui nous offre une bonne plus-value par rapport à la P4 au niveau mobilité, au niveau de l'aisance. Et grâce à sa caméra de recul, nous offre plus de facilité pour manœuvrer. Ça fait très longtemps qu'elle est en service dans l'armée de terre. Là, on est vraiment sur un matériel de dernière génération et pourtant qui remplit les fonctions essentielles, c'est-à-dire les capacités de franchissement, les capacités d'avoir des moyens de liaison radio pour effectivement la transformation en véhicule de transport pour le volume d'une équipe. Il est adaptable, ou au contraire adaptable, polyvalent pour faire des petits postes de commandement mobiles. Innovation, parce que c'est l'une des premières fois que je vois ça. Vous voyez, sur l'avant du plateau, il y a un système à bulles qui calcule en fait, le degré de la pente que prend le véhicule. Ah, c'est ça que je me demandais tout à l'heure. Alors, en fait, ça permet de calculer le degré de la pente pour éviter en fait, de prendre une pente trop importante qui ferait basculer le véhicule. Alors qu'en fait, dans tous les véhicules militaires, vous avez un degré à partir duquel le véhicule va basculer. Et ça, les pilotes l'apprennent par cœur. Et en revanche, le fait d'avoir ici un système qui permet d'indiquer ce niveau, ça donne une plus-value et éviter de mettre en danger l'équipage.